Poupidou, 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 pou. Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Bienvenue dans les causeries de la MSH. Alors, tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique vient causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Alors, de quoi allons-nous causer aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'émission est quelque peu spéciale puisque nous ne discuterons pas d'un livre, mais nous profiterons de l'actualité de la MSH, qui est à l'origine de cette émission, pour parler de l'une de ses principales manifestations scientifiques que sont les Journées Guépin. Alors, les Journées Guépin, officiellement nommées Séminaire le lien social, ont été mises en place dès la création de la MSH, de la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin en 1993. Donc, cette manifestation annuelle institutionnelle de la Maison des sciences de l'homme se tient sur 2 jours et a pour objectif d'apporter un regard interdisciplinaire autour d'un mot défini en commission permanente. On aura l'occasion d'y revenir dans la suite de cette émission. Alors, je vous l'accorde, ça fait un peu bac de philo. Mais nous ferons tout à l'heure, avec nos invités, un bref historique de ces journées. Mais disons déjà que parmi les mots traités, on trouve le sang, l'acte gratuit, le temps, les valeurs, la mort, le bien-être, le risque. Donc vous voyez, c'est large, on voit beaucoup de pays. Hein. Et il y en a d'autres, la marge, l'expert, etc., etc. Alors en général, toutes ces journées font l'objet d'une publication. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on aura l'occasion d'y revenir au cours de cette émission. Alors cette année, ces journées auront lieu les 22 et 23 mai sur un autre mot. Donc quel a donc été le mot choisi ? Alors, pour vous mettre sur la piste, je vous donne une citation. Je vais donner beaucoup de citations dans cette émission. Une citation de Jean-Louis Barrault qui disait « La liberté », puisqu'on va parler de théâtre, « la liberté, c'est la faculté de choisir ses contraintes ». Donc, c'est donc de la contrainte dont nous allons parler. Donc, comme ce doit être le cas pour tous les mots retenus pour les Journées Ange Guépin, le mot « contrainte » doit être vu dans sa dimension polysémique. Et en ce qui concerne la contrainte, les sens sont nombreux. Alors, à titre d'exemple, je vais donner quelques citations. Cela donc vaudra mieux qu'un long discours. Donc, contrainte morale. Donc, je citerai Nietzsche. Ce qu'il y a d'essentiel et d'inappréciable dans toute la morale, c'est qu'elle est une contrainte prolongée. Contrainte existentielle, je cite Albert Einstein. Je ne crois point au sens philosophique du terme à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. Contrainte juridique, je citerai le marquis de Sade, c'est dans le silence des lois que naissent les grandes actions. La contrainte économique, qui est un petit peu mon champ de recherche, donc la contrainte économique qui est même au départ au niveau de la définition même de l'économie. Alors je vais remonter très loin puisque aujourd'hui on va remonter très loin dans l'histoire. Si vous regardez dans l'économique de Xénophon, sa définition de l'économie est la suivante. Il appartient à l'homme instruit de l'économie domestique de bien administrer son patrimoine domestique. Je vous rappelle que économie au sens étymologique, c'est la gestion de la maison. Alors, dans la théorie moderne de l'économie, cette règle de gestion se traduit par le fait que le ménage maximise donc son bien-être sous sa contrainte de budget. Donc, on a bien là une contrainte budgétaire. Et on peut même y ajouter une autre contrainte qui est une contrainte de temps, contrainte temporelle. Alors, les Journées Guépin 2014, donc la contrainte. Donc, je vais vous donner le résumé qui nous a été fourni par les organisateurs des journées qui sont là aujourd'hui. Alors, l'objet de ce colloque pluridisciplinaire est de réunir des contributions autour du thème de la contrainte. Cette notion renvoie à l'idée de gêne, de répression et de violence faite à un individu. Elle est proche des notions d'interdiction et d'obligation. Si l'obligation, à travers l'engagement, contraint à faire quelque chose, l'interdiction renvoie à une prohibition, mais la contrainte, souvent connotée négativement, a également des acceptions positives. Elle peut, par exemple, être source de créativité quand on cherche à la contourner. Donc on y reviendra tout à l'heure aussi. Donc toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, histoire, géographie, psychologie, économie, droit, sociologie, littérature, sciences politiques, interrogent cette notion. Les enjeux qui l'entourent sont d'ailleurs parfois particulièrement vifs, comme en droit, donc les ordres juridiques, les sources du droit, les hiérarchies des normes. En littérature, à travers la forme comme contrainte particulière en poésie et au théâtre. En économie, j'en ai déjà parlé, donc à travers les contraintes financières, les dépenses publiques, la fameuse contrainte des 3% au niveau de la communauté européenne. Ça serait intéressant d'y faire une émission, parce que d'où ça vient, etc. Donc, parmi les questions posées, il devait être mis l'accent sur trois choses. Les origines de la contrainte,
les mécanismes et les évolutions de la contrainte et l'émancipation de la contrainte. Alors là, bon, sur ce dernier aspect, parce que je crois qu'on va en parler, c'est donc la contrainte en tant que source possible d'émancipation génère créativité et inventivité. Cette autonomisation vis-à-vis de la contrainte peut passer par son contournement ou encore son incorporation. Alors ces journées ont été organisées par le laboratoire LAMO, donc l'antique et le moderne, et placées sous la responsabilité scientifique de Françoise Rublin et de Lucie Thévenet, ici présente. Donc Françoise Rublin, qui est professeure de littérature à l'Université de Nantes. Donc Lucie Thévenet, que nous avons l'honneur d'accueillir dans cette émission, est maître de conférence. Alors vous allez me dire si je dis des bêtises, j'en dis souvent. Lucie Thévenet est maître de conférence en langue et littérature grecque à l'Université de Nantes. Ses thèmes de recherche concernent l'évolution de la tragédie grecque, à travers ses formes et sa structure, donc la formation du personnage tragique, le nombre d'acteurs, interactions, cœur-personnage, les contraintes de représentation et d'écriture, donc je pense que vous nous en direz plus tout à l'heure. Le théâtre antique, à travers sa transmission, ses réécritures antiques, modernes et contemporaines, et le lien entre mythologie et théâtre. Alors, elle a participé à un ouvrage en 2013 qui s'appelle Sophocle, l'Oedipe à Colonne, je crois, donc sous la direction d'Anne et Stéphane Rollet, en 2013. Elle organise avec Françoise Rublin des journées d'études sur le thème de la contrainte au théâtre, donc à la Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin. Et cette journée d'études a eu lieu donc cette année, le 15 mai, et avait pour thème la censure. Je crois qu'elle nous en dira plus tout à l'heure. Donc elle est accompagnée aujourd'hui de Pascal Caillot, qui a déjà participé à cette émission et qui a aidé donc à organiser ces journées. Pascal Caillot est chargé de recherche au CNRS, c'est pareil, si je dis des bêtises, tu me corrigeras. Chercheur au laboratoire Droit et Changement Social. Il est directeur du centre associé au CEREC, qui est le centre d'études et de recherche sur l'emploi et les qualifications des Pays de la Loire, et directeur adjoint de la Maison des Sciences de l'Homme, Ange-Guépin, et c'est à ce titre qu'il est là aujourd'hui. Donc ces thèmes de recherche concernent le droit social, le droit de l'éducation et de la formation professionnelle, la qualité du travail et de l'emploi. Alors comme je le disais tout à l'heure, tous deux ont participé à l'organisation des journées sur la contrainte, et je crois que je vais m'adresser d'abord à Pascal qui va nous faire un petit peu un bref historique de ces journées Guépin, des journées scientifiques de la Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin. Donc je te laisse la parole. Oui, ces journées sont en fait intrinsèquement liées à la maison, puisqu'elles existent depuis l'origine de la Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. L'idée de départ, c'est de trouver un mot qui puisse être décliné dans un maximum de disciplines des sciences humaines et sociales, afin d'avoir un appel à contribution le plus large possible et d'essayer de pouvoir discuter des multiples angles de recherche autour de ce mot. Alors ça peut parfois aboutir à un programme de cette manifestation qui peut paraître complètement éclaté lorsqu'on le regarde, mais l'idée aussi, c'est justement, en croisant ces divers angles, d'arriver à des questionnements communs ou à des questionnements d'autres disciplines. Le juriste va interroger justement la littérature autour de l'acception du mot, l'économiste ira interroger le sociologue, d'où dans la programmation, et on parlera peut-être du programme tout à l'heure des deux journées qui viennent, l'idée est justement de ne pas faire des demi-journées disciplinaires, mais d'avoir au contraire un croisement des disciplines pour chaque session de ces 2 jours. Alors les thèmes choisis depuis l'origine sont très variés, tu en as rappelé un certain nombre. On peut les rappeler. Pas obligé de passer tous, mais c'est vrai que l'acte gratuit, la preuve... alors, il y a eu une année particulière au moment des 10 ans de la MSH où, là, on n'était pas autour d'un mot, mais le thème, c'était « Regard croisé sur le lien social » avec un très gros colloque à l'occasion. L'année dernière... Qui a fait l'objet d'un ouvrage, d'ailleurs. Qui a fait l'objet d'un ouvrage, tout à fait, chez... Tisser le lien social. Tisser le lien social, voilà. L'année dernière, il n'y a pas eu de journée Guépin en tant que telle organisée, puisqu'il y a eu à nouveau un colloque autour des 20 ans de la Maison des Sciences de l'Homme, Ange-Guépin, où là, l'idée de ce colloque était un peu de présenter ce que c'était un bilan, ce qu'est un bilan d'une maison fondée sur une dynamique de projet. Autrement, on a eu des thèmes qui peuvent être très, très
très varié, puisqu'on a eu la mort, Oui. même si parfois, je me souviens d'une réaction d'un économiste lorsque le thème avait été proposé, disant mais on n'aura rien à dire puisque la probabilité de la mort est égale à 1. Donc une fois qu'on l'a dit, on l'a dit. Mais c'était quand même plus varié, heureusement. Alors, le mot qui est choisi, ce n'est pas la direction de la MSH qui propose le mot chaque année, c'est une idée qui va germer sur plus d'une année au sein de la commission permanente de la MSH. Alors, la commission permanente, c'est un organe de la MSH qui rassemble l'ensemble des responsables de projets, puisque, on a déjà eu l'occasion de le rappeler, c'est une maison qui accueille des projets et pas des équipes en tant que telles. Et donc, chaque année, une idée émerge, plusieurs idées émergent dans le débat et donc un consensus se fait progressivement autour de ces idées. Et cette année, on a abouti à la contrainte. Alors, facilité d'autant plus qu'il y avait eu des journées déjà organisées autour de ce thème dans la discipline de Lucie Thévenet en novembre dernier et la semaine dernière. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Oui, moi j'ai participé justement à la détermination de ce mot. Je crois que ça donnait aussi l'atmosphère un peu de déprime, parce que les thèmes qui avaient été abordés, c'était la crise, la dépression, la récession, oui. etc. Et c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, il faut arrêter, il faut essayer d'être plus optimiste. Ouais, mais c'est une commission permanente d'automne, c'est pour ça. Donc voilà. Alors sur les thèmes, oui, donc. Alors, qui participe à ces journées donc Alors, ces journées ne sont pas internes à des équipes nantaises ou à des projets de la Maison des Sciences de l'Homme. Ce sont des journées qui font l'objet d'un appel à communication le plus large possible et auxquels peuvent soumettre des papiers des chercheurs statutaires confirmés, aussi bien que des doctorants ou des docteurs en attente de poste, de toute discipline et de tout horizon. Nous avons, par exemple, dans le cas de cette année, nous aurons une communication d'un enseignant-chercheur d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Donc, voilà, il y aura des communications nantaises, il y aura des communications de Côte d'Ivoire, parisiennes. Voilà, c'est très, 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 très varié comme origine et comme discipline. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ok, merci. Donc on atteint la fin de la première partie de l'émission. Donc on reprendra tout à l'heure plus spécifiquement sur le thème de cette année qui est la contrainte. My baby wanna go to a rock and roll show. She wanna come and there she goes, getting high, letting everyone know. She looks so good and she feels so fine, makes me crazy in my mind. Looks so good and she feels so fine, gotta ride with her through the night, yeah. Shaking my soul, twist the rolls, queen of them all. She wears a crown of emerald gold, and she shines a healing glow. She looks so good and she feels so fine, makes me crazy in my mind. Looks so good and she feels so fine, gotta ride with her through the night, yeah. Keep me waiting, so keep me waiting, keep me waiting, so keep me waiting, keep me waiting, keep me waiting. Come on,
de Radio Nantes, les causeries de la MSH. Voilà, nous reprenons le fil de notre émission. Donc nous parlons aujourd'hui, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas l'objet de cette émission n'est pas un livre, mais concerne donc une manifestation scientifique de la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin, qui est donc les Journées Guépin. Donc dans la première partie de cette émission, on a donc abordé on a fait un bref historique de ces journées. On en a donné l'objet, la méthode, etc., etc. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet à travers donc ce que va nous dire notre second invité, qui est donc Lucie Thévenet. Donc je vais lui demander parce que cette année le mot qui a été choisi est la contrainte, et donc c'est organisé par donc un laboratoire qui est le LAMO, et donc on va essayer de savoir pourquoi. C'est donc ce laboratoire qui a été choisi pour organiser ces journées. Donc Lucie Thévenet, je vous laisse la parole. Donc vous avez donc tout le temps pour vous présenter, pour nous présenter un petit peu vos travaux, et puis plus précisément nous présenter aussi donc les travaux que vous menez au sein de la MSH sur justement la contrainte au théâtre. Très bien, merci. Alors cette histoire de contrainte, en fait, effectivement, elle est un peu mon idée première. Enfin, au départ, c'était un peu mon idée de départ. Disons que on a choisi ce thème parce qu'il rejoint un certain nombre de travaux que je mène. C'est mon angle d'attaque sur le corpus assez large de la tragédie grecque et du théâtre en général. Alors je reviendrai après sur la manière dont on a choisi ce thème pour nos journées au sein de l'AMO, mais je vais d'abord essayer de vous expliquer pourquoi ça m'intéresse et ce qu'il en est. Donc je travaille sur la tragédie grecque, c'est-à-dire le théâtre grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, centré principalement en fait à Athènes. Et j'ai toujours eu l'impression, alors je crois que c'est valable pour le théâtre en général, mais je crois que c'est vraiment très sensible sur ce corpus-là, que la tragédie grecque était un genre théâtral sous contrainte, véritable. Alors pas du tout une contrainte qui serait de l'ordre de la censure qu'on a pu étudier par exemple la semaine dernière dans notre journée d'études. C'est pas exactement ça, mais je crois que c'est un domaine dans lequel des contraintes qui sont sûrement valables, je le répète, pour d'autres époques au théâtre, me semblent vraiment plus sensibles et plus prégnantes. Alors, je vais énumérer quelques-uns des éléments, et c'est d'ailleurs en fait là-dessus que j'interviendrai justement dans le cadre des Journées Guépin vendredi matin prochain. Donc voilà, ça donne l'occasion aussi là de relier tous ces éléments-là. D'abord, il y a un premier élément, c'est que nous, quand on pense théâtre, on pense plusieurs représentations à la suite, on pense tournée, on pense saison dramatique, etc. Il faut se rappeler que dans le théâtre grec, en fait, les pièces, a priori au départ, ne se jouaient en fait qu'une unique fois. C'est-à-dire qu'on écrivait et on ne représentait des pièces que pour une seule représentation qui était en fait liée au concours en l'honneur de Dionysos. Alors il y avait plusieurs types de concours, mais voilà, disons que le point de départ c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne présente un spectacle que pour une occasion unique. Alors évidemment ça change complètement aussi le rapport à cet objet-là. Alors après on sait qu'il y a eu un système de reprise, en tout cas très certainement un peu plus tard, mais disons que l'idée première c'est quand même celle-là, et c'est pas du tout la même logique en fait que celle qui préside aujourd'hui depuis quelques siècles déjà à la manière dont on envisage le théâtre. Donc les auteurs, alors pour les auteurs tragiques, donc déjà été sélectionnés. C'était pas, disons que c'est pas la même chose, quoi. Ça s'inscrivait très souvent dans le cours de plusieurs journées en fait dédiées aux dieux, avec différentes manifestations spectaculaires, on pourrait dire, parce qu'il y avait des chœurs, il y avait les comédies, les tragédies, mais pas uniquement du théâtre. Et il y avait une sélection, en fait. Disons que les spectacles qu'on voyait étaient en fait déjà choisis et sélectionnés, c'est-à-dire que pour la tragédie, je vais me restreindre à cet exemple-là, chaque année, il y avait uniquement 3 auteurs qui pouvaient représenter des pièces. Alors déjà, ça limite évidemment le champ, on sait on n'a que 3 auteurs, nous, conservés, mais il y en avait évidemment bien d'autres. Et on le sait par de multiples attestations. Et chaque auteur, en fait, avait pour tâche de présenter un ensemble de 4 pièces, une tétralogie, 3 tragédies, plus un drame satirique. Donc voilà, c'était un exercice vraiment déjà qui avait une forme extrêmement particulière et, à mon sens, contrainte, très certainement. Et c'était quoi le but de ces... Le but, c'est célébrer le dieu.
Là, clairement, je crois qu'on ne peut pas dépasser cette chose-là. Alors évidemment, c'est aussi lié à tout un lien très fort avec la cité, donc c'est évidemment aussi sans doute célébré, là, en l'occurrence Athènes, hein, mais le but reste quand même lié à la religion. Enfin voilà, c'est ce cadre-là qui est le plus important, parce qu'il y a une notion qu'on perd aussi un peu de vue, c'est la notion de ce qu'on appelle l'agone, le combat en fait au départ. L'agone, c'est aussi le nom d'ailleurs pour les concours théâtraux. C'est le même type de... C'est quoi l'agone? Alors je dis c'est le combat, c'est le concours, c'est ce qui est lié aussi ce qui est lié à l'idée d'émulation en fait. De la même manière que les guerriers entre eux vont essayer d'être le meilleur possible. Disons que ça c'est valable pour je dirais l'ensemble hein, de la Grèce antique et dans plein de domaines. L'idée d'être le meilleur, c'est pas personnel, c'est pas pour une ambition personnelle. Il y a quelque chose qui est plus lié à l'idée d'honorer les divinités, en tous les cas de la manière dont on le comprend. Donc voilà, là c'est le cas. Une sorte de concours d'éloquence? Il y avait aussi des concours d'éloquence d'ailleurs, donc c'est un peu la même chose. Donc voilà, ça c'est... Et donc je disais, représentation dans le cadre de concours, avec ensuite un jury qui intervient, qui vote. Ce sont une marche un peu complexe, plusieurs étapes de tirage au sort, enfin, etc. Et puis voilà, le vainqueur est celui qui gagne là une réputation évidemment très très importante. Et qui sont les juges là? Alors il y a un ensemble de 10 juges qui sont tirés au sort. En fait, Athènes est divisée administrativement en 10 tribus. Alors, il ne faut pas entendre tribus dans le sens tribal, hein. Là, on est vraiment dans complètement autre chose, qui sont en fait le rassemblement d'un ensemble de dèmes, qui sont des circonscriptions administratives. Et on pioche, on tire au sort un juge pour chaque tribu, pour essayer d'avoir une équité, évidemment. Et ce sont ces juges qui vont déterminer qui est le vainqueur. Sauf qu'ils vont chacun établir un classement, donc des 3 auteurs qui ont participé, sur des tablettes. Sauf que le résultat n'est pas la somme des votes, mais on va tirer au sort un certain nombre de tablettes. Et à partir de là, on va déterminer qui est le vainqueur. Alors, j'ai jamais trouvé d'études très précises là-dessus, mais là, j'aimerais bien justement que notre interdisciplinarité joue à quelque chose, mais j'aimerais bien savoir quelle est en termes de calcul, de probabilité et tout ça, ce que ça peut représenter par rapport à... Enfin, je pense qu'il y aurait des pistes là un peu à explorer. Il y a combien de tablettes? 10. 10 et on fait un tirage sur les 10 On en tablettes. tire, je crois, 5. Enfin, là, j'ai plus le chiffre en tête. Puis je crois que ça a changé selon les époques. Mais donc finalement, c'est peut-être pas celui qui au départ avait le plus grand nombre de voix qui est forcément le vainqueur. Ils savaient compter jusqu'à 10 pourtant. J'espère. C'est peut-être ça. Ils n'arrivaient pas à faire une addition. Très certainement. Voilà, donc ça c'est pour vraiment le cadre institutionnel qui est encore, j'en passe un certain nombre d'éléments. Il y a aussi autre chose, et là c'est plus ce qui m'intéresse moi en termes de lien avec l'écriture en fait des pièces, c'est que l'espace de représentation du théâtre, il est là aussi, évidemment... très fortement marqué, j'ai l'impression, et en particulier par une division très nette entre l'espace qui est dévolu au chœur, que vous connaissez sans doute, qu'on appelle l'orchestra, et puis l'espace lié aux acteurs. Ouais, non, justement non. Donc il y a déjà 2 espaces qui nous montrent aussi qu'il y avait en fait 2 entités qui interviennent, le chœur et les acteurs. Donc tout ça fait que pour écrire une pièce, il faut aussi prendre ça en compte, et ce sont des contraintes d'écriture quand même assez fortes. Parce qu'on va avoir une structure qui fait alterner la parole du chœur, la parole des acteurs, selon des modes qui en plus sont différents, puisque le chœur... Qu'est-ce que vous avez? Le chœur, alors c'est répété? Alors le chœur, c'est un ensemble pour la tragédie de 15 citoyens. Ah oui. Qui sont, alors là pas du tout tirés au sort, mais voilà, qui s'entraînent, etc. pendant très longtemps pour pouvoir participer aux représentations. Donc il y en a 15 qui restent dans l'espace, qui est a priori l'espace qui est le plus proche du public, l'espace de l'orchestra. Et qui va chanter et danser dans des moments en alternance, qu'on appelle des stasimas, au pluriel un stasimon, des stasimas, qui vont entrer en alternance avec les parties pendant lesquelles les acteurs prennent la parole, qu'on appelle dans la tragédie des épisodes. Plus les parties du début et de la fin qui ont des noms particuliers également. Tout ça pour dire que pour écrire une tragédie, il ne suffit pas... Voilà, il y a quand même une forme, là aussi, très contraignante, je crois, à respecter, parce que le chœur et les acteurs ne parlent pas exactement le même grec, et ils ne s'expriment pas non plus selon la même métrique. C'est-à-dire qu'ils ont un mode d'expression qui va là aussi être différent. Voilà. Et puis, il y aura un dernier point qu'on pourra peut-être développer
plus longuement après, c'est le rapport au mythe. C'est-à-dire que les sujets tragiques sont eux aussi, alors non pas contraints, mais en tous les cas, très vite, ils se sont réduits à des recherches en fait autour des mythes existants, en sachant qu'un mythe est évidemment une chose très difficile à appréhender, qu'un mythe, et on dit toujours, est la somme de toutes ses versions, et parmi toutes ces versions, l'auteur essaye d'en choisir une, ou d'en prendre une et de la dévier, et ce qui est vraiment intéressant, évidemment, c'est d'essayer de voir comment chaque auteur s'approprie un mythe qui est connu de tous, en même temps en y amenant extrêmement beaucoup d'invention, d'innovation et de surprise, très souvent en fait pour les spectateurs. C'est surtout sur ce plan-là que ça se joue. Il s'agit de reprendre une histoire connue tout en évidemment maintenant l'intérêt de sa touche personnelle. Voilà, de son public. Bon, très bien. On arrive donc au terme de cette seconde partie. Je crois qu'on reprendra un petit peu donc dans la troisième partie donc ce thème le cheminement qui nous a amené justement, qui vous a amené à proposer effectivement ce terme de la contrainte. Donc tout ça est très très intéressant. Pascal, tu as quelque chose à rajouter? Non, on fera ça dans la partie voilà. suivante. J'ai appris beaucoup de choses. Sunday hangover, cigarettes on an ashtray. My thoughts were clear on Sunday. Now I couldn't get colder. Beneath your frozen smile, oh, I can find what I've missed. But the pain tortures my mind. Oh, I can find you on the street. Sooner or later, you go away. It's just a chapter. You cry, I cry someday. You never signed below. I never reached my goal. Oh, I always thought it would be someday. Under the snow, no news, I don't even count. I wish my bones were made of gold. I wish I would not resign. Sooner or later, you go away. It's just a chapter. You cry, I cry someday. You never signed below. I never reached my goal. Oh, I always thought it would be so. Your frozen smile. Oh, I can find what I've missed. But the pain tortures my mind. Oh, I can find you on the street. Radio Nantes, les causeries de la MSH.
Voilà, nous sommes aujourd'hui avec Lucie Thévenet et Pascal Caillot. Donc Lucie Thévenet, donc qui a été chargée, donc qui travaille donc sur le théâtre antique, on va dire, et donc qui a été chargée, enfin qui a participé à l'organisation donc des Journées Guépin, qui font l'objet de notre émission aujourd'hui et qui ont pour thème un mot, hein, donc qui est la contrainte. Alors on va revenir un petit peu sur un petit peu l'historique, un petit peu de savoir pourquoi. Donc c'est donc à comme la contrainte donc est quand même est un mot très très polysémique. Pourquoi effectivement c'est vous qui avez organisé cette journée donc à travers donc cette contrainte au théâtre. Alors donc là je vous ai expliqué pourquoi. Voilà. En gros j'ai une petite étape, c'était la contrainte et moi, hein. La contrainte, le théâtre grec et moi. Et partant de cela, voilà, moi je suis depuis 3 ans à l'université de Nantes, donc j'ai intégré le laboratoire de l'AMO, l'antique le moderne. Donc qui rassemble l'AMO, c'est l'antique et le moderne. L'antique, le moderne, et donc qui rassemble des enseignants-chercheurs en lettres modernes, enfin littérature comparée, lettres classiques, et depuis peu des enseignants aussi en langue, en fait, des collègues anglicistes et en italien également. Donc voilà, ça permet d'avoir une ouverture assez vaste et de ne pas se restreindre non plus à une logique d'enseignement en fait. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais oui, on est assez nombreux, je vais vous le retrouver. Non, c'est pas grave, c'est juste... Et donc voilà, au sein de l'AMO, alors ça a été divisé en axes, etc., pour rassembler autour de thématiques les enseignants-chercheurs, et moi j'ai rejoint, enfin ou en tout cas c'est arrivé en même temps au moment où j'arrivais à l'université, donc cette refonte en fait du laboratoire, donc ce qui a permis de faire émerger une thématique ou plutôt un champ d'études qui est le théâtre. Bon, c'est pas très original en soi, mais on s'est rendu compte qu'on était plus d'une dizaine à travailler sur le théâtre, l'opéra aussi, en particulier Françoise Rubellin qui travaille beaucoup sur l'opéra et les parodies d'opéra au XVIIIe, et dans nos collègues italianisants, l'opéra plutôt 19e, 20e. Donc ça permettait déjà d'avoir un objet proche, enfin des objets d'études qui sont assez proches. Et on a voulu essayer de créer aussi une dynamique de recherche en fait entre nous, en organisant des journées d'études pour l'instant. Avant d'arriver, on aimerait bien arriver à quelque chose d'un peu plus conséquent, mais en tous les cas, là, le but était déjà de se connaître, de connaître les disciplines et le champ d'études de chacun, et de voir un peu comment on abordait nos sujets. Donc, on a cherché un thème, et en discutant avec Françoise Rubellin, l'idée de contrainte, qui, donc, je vous ai dit, moi, me tient beaucoup à cœur, lui parlait aussi énormément par rapport à ses travaux de recherche à elle, puisque ces histoires de parodies d'opéra sont en fait très largement liées aussi à des contraintes de représentation, et là beaucoup plus après à des histoires d'interdiction, de censure, etc., mais qui rejoignent quand même cette idée de départ. Bon, on s'est dit que c'était donc un mot, une notion assez large pour pouvoir nous rassembler, et on a invité nos collègues. On était 15 participants donc, lors de la première journée intitulée très largement « La contrainte au théâtre » le 20 juin 2013. 15 participants qui ont chacun parlé de sujets très divers, donc de l'Antiquité, ça c'était moi bien sûr, jusqu'au théâtre contemporain, le théâtre, l'opéra, ce qui a permis de faire émerger aussi un certain nombre ça nous a permis de préciser notre pensée, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient vraiment liées en amont à l'écriture elle-même, choix du sujet en particulier, puis tout ce qu'on projette sur ce que va être le spectacle, et puis des contraintes qui sont liées autrement à la représentation elle-même, des contraintes plus matérielles. Donc ça, c'était déjà une première avancée. On peut aussi reformuler sous la forme de contraintes internes, qui sont liées à la forme choisie, au genre, et plus largement aussi des contraintes externes. Enfin, il y avait 2 manières d'envisager ça. Plus proche d'une forme de censure qui l'a touché ça touche pas exactement les mêmes périodes non plus. Ça pouvait être aussi intéressant. Alors, parce que cette année, c'était alors justement, c'était la censure. Ce qui était aussi apparu l'année dernière, et je l'ai repris là Messieurs les censeurs. Ouais, en reparcourant en fait les sujets qui nous avaient été proposés. Je peux vous en lire quelques-uns juste pour que vous voyez un peu le champ très large d'études. Il y avait par exemple le proverbe dramatique et ses contraintes dramaturgiques, ça c'était pour le théâtre du 19e. La contrainte matérielle, controverse entre Diderot et Madame Riccoboni, donc plus sur la question des acteurs. On avait une très belle intervention sur les hippodраmes, que vous ne connaissez peut-être pas, les drames du 19e où il y avait des chevaux. Les hippodраmes. Donc là, une contrainte évidemment. C'est Bartabas. Voilà, là, pour représenter ça, il y a quand même un certain nombre de choses à prendre en compte. Les hippodrames. Ouais. Et ça racontait quoi ?
C'est des drames équestres. Alors, ce que ça raconte, là, on est plutôt parti sur l'idée des chevaux et pas sur ce qui était raconté. C'était assez amusant. Enfin, voilà. La contrainte du monologue dans les théâtres de la foire. Moi, j'avais parlé du nombre d'acteurs. Ça, c'est une chose que je vous ai pas signalée tout à l'heure, mais qui est vraiment là le cœur de mes préoccupations. C'est que tout ce que je vous disais tout à l'heure sur la tragédie, il faut aussi se rappeler que la tragédie, donc il y a un cœur effectivement, mais quand on lit les pièces aujourd'hui, on oublie que on avait uniquement droit à utiliser 3 acteurs. Or aujourd'hui, quand on représente Antigone, les Électres, tout ce qu'on voudra, on prend un acteur, un personnage, qui est un peu notre logique. D'évidence pour nous, quoique les contraintes économiques aboutissent parfois à devoir réduire le nombre d'acteurs et donc à multiplier les rôles par acteur, ce qui revient à une logique plus ancienne. Ah oui. Et voilà, c'est là-dessus que j'avais travaillé l'année dernière. Donc il y avait 3 acteurs qui jouaient tous les rôles. Voilà, grâce au masque et tout ça. Donc voilà, ça peut changer notre regard sur les textes en fait, j'ai l'impression. Et vous-même, si j'ai bien compris, vous êtes soumis à des contraintes dans la façon d'organiser cette journée. Alors, vous faites bien de le rappeler, c'est que effectivement, alors, ce qu'on a voulu faire, c'est de ne pas organiser une journée qui soit déjà trop sur la logique, colloque, journée d'études officielles, etc. Donc on s'est dit, bon, on part de l'idée de contrainte. On avait eu une première suggestion qui était, surtout, est-ce qu'on pourrait avoir la contrainte que les intervenants n'aient qu'une feuille A4 sous les yeux, pour éviter d'avoir des interventions trop lues, pas assez explicatives et voilà, trop centrées sur des choses, et puis une manière de s'exprimer trop littéraire parfois. Bon, ça, c'est le défaut de nos organisations officielles. Enfin, il y en a, vaut mieux qu'ils aient des notes, quand même. C'est vrai. Mais bon, parfois, c'est un peu quand même... moi, j'aime pas tellement. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est... Bon, alors on va en sortir. Mais c'est vrai que cette façon de présenter aussi, avec des supports écrits, etc. Oui. Donc, alors là, on avait essayé d'avoir le plus de supports iconographiques ou... bon. Mais c'est parce que ça libère aussi quelque part la parole et l'expression, moi j'ai l'impression. Donc il y avait cela. Et puis pour éviter, mais j'ai l'impression pour les journées Guépin, c'est un peu la même chose. Vous avez essayé de ne pas faire des demi-journées trop thématiques pour justement que les différents intervenants, qu'il y ait peut-être des choses un peu inattendues qui puissent surgir dans la confrontation des communications. Nous, on a décidé donc de ne pas faire d'ordre de passage. Pas faire que le théâtre du 18e le matin, etc. Parce qu'en plus, il y en a qui seraient sentis un peu isolés, dont moi, donc voilà. Et on a décidé de tirer au sort, en fait, le passage à chaque fois. Ce qui évite aussi que 2 intervenants avant qu'on passe nous, on soit en train de relire notre texte et de plus du tout écouter ce qui se passe. Ah oui, c'est pas quand même courant. Et je suis la première à le faire parfois. Donc là, l'idée, c'est vraiment ça. Là, c'était vraiment d'avoir une journée où on écoute vraiment nos collègues et où on essaye de voir ensemble comment ça pourrait fonctionner. Mais ce principe de tirage au sort, c'est lié à votre thème de recherche. Alors, là, c'était lié aussi à une manière de s'amuser un peu plus dans ce genre de journée. Et ça a été très, très suivi. On savait un peu là... Mais vous ressemblait un peu à des émissions de télévision où on va avec la petite boîte magique faire tirer un candidat et ça détendait un peu l'atmosphère aussi. Et puis on avait choisi, mais c'est le cas aussi d'ailleurs pour les journées du 22-23 mai, un format assez court en fait, une prise de parole d'1 quart d'heure. Avec l'idée qu'on s'adresse à des gens, mais vous voyez que c'est pas seulement entre juristes, économistes et littéraires. C'est-à-dire que même là, dans le sein d'une équipe de recherche où on est tous plutôt littéraires et où notre objet est la littérature, on est obligé d'expliquer un certain nombre de choses sur nos domaines de recherche parce que oui, bien sûr. On est chacun très spécialisé et en fait, outre des grandes lignes sur chaque époque, on n'est pas évidemment très au point. Moi, j'ai appris énormément de choses et mes collègues aussi, et donc ça, c'est assez fructueux. Donc ça, c'était sur notre organisation. Pas d'ordre, un format court et puis donc le moins de notes possible. Vous vouliez vous relâcher totalement de la contrainte. Exactement, pour essayer de voir... Quel rôle elle joue sur le... Mais grâce à d'autres contraintes. Voilà, grâce à d'autres contraintes. Mais vous auriez pu... Oui, de toute façon, il y a toujours une contrainte. La contrainte, elle est dans le tirage au sort, c'en est une. Mais c'est vrai que... C'est très grec. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu appliquer cette règle à la journée Guépin, ça aurait été assez... Là, je m'adresse à Pascal, parce que ça aurait été original. Bon, et on en parlera tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission, justement, sur les journées les prochaines journées Guépin sur la contrainte.
Radio Nantes, les causeries de la MSH. Alors nous reprenons notre émission donc, qui a pour thème donc, les journées Guépin. Et donc la prochaine journée Guépin qui a pour mot, puisque c'est un mot qui est choisi dans le cadre de ces journées, qui est donc la contrainte, et c'est donc le LAMO, qui a été chargé de l'organisation de ces journées et qui travaille un petit peu sur la contrainte au théâtre. Alors on parlait de la contrainte au théâtre, la censure, etc. Donc on va peut-être reprendre un petit peu là-dessus. Oui, parce que ce que je vous expliquais, c'était en fait le contenu de notre première journée qui a eu lieu l'année dernière. Et donc, je disais, à la lecture puis à l'écoute en fait des interventions, il y avait quand même toute une partie qui était centrée autour de la notion de censure. Donc, finalement, le thème pour la deuxième journée, qu'on a décidé d'organiser exactement de la même façon, elle a eu lieu jeudi dernier, jeudi 15, le thème s'est assez vite imposé aussi sur la question de la censure, en fait. Qui pose un certain nombre, enfin, pas des problèmes, mais disons qu'il y a ça oppose, en fait, des périodes où le théâtre est sous la coupe d'une censure institutionnalisée, en fait, et d'autres acceptions peut-être plus larges de la censure, où il s'agit d'une réaction, là aussi très souvent de l'État, mais pas sous le... Et la censure, c'est pas organisée de la même manière. La censure, en fait, c'est quand on sort de la contrainte ? Peut-être, ouais, c'est peut-être ça. Enfin, disons que... Voilà, ça... Il faudrait y réfléchir, effectivement. Vous avez 2 heures. Effectivement, ouais. Donc voilà, plusieurs types de censure, là aussi, avant représentation, au moment de la lecture des pièces, de l'élaboration du spectacle, au moment de la représentation et parfois même après, lors de la publication, en fait. C'est qui nous est apparu au terme de la journée, qu'on a organisé exactement de la même façon, une douzaine d'intervenants, tirage au sort. Alors vous auriez pu aussi discussion plus large. Distribuer des tablettes où les gens auraient voté pour les meilleures interventions et qu'il y ait un autre tirage au sort qui ferait l'objet d'une publication. Ce serait peut-être pas mal. Non, ce qu'on a fait à la fin, c'est qu'on a fait un tour de table pour essayer de trouver un sujet pour l'année prochaine, parce qu'on a très envie de réorganiser une 3e journée sur la contrainte au théâtre. Et il s'avérait que là, il y avait l'idée qu'on retiendrait, ce serait de travailler autour de la notion des rôles des acteurs, et d'essayer de voir ça à travers les siècles. Je repense à ce que vous disiez tout à l'heure sur le double tirage. Je me demande si, effectivement, c'est plutôt que du côté des statistiques, il faudrait chercher plutôt du côté des enchères, puisqu'il y a des théories des enchères qui disent, effectivement, que vous avez intérêt à donner le bon choix. Et donc, c'est peut-être pour inciter les gens à donner le bon choix. Enfin bon, on sort un peu. Ouais. Bon, puis il y a aussi un côté très grec, je le disais tout à l'heure, du tirage au sort, qui est, on s'en remet... là aussi, à quelque chose de supérieur. Voilà. Le tirage au sort est forcément bon. Et on fait la même chose pour les magistrats, pour la vie civique est organisée autour du tirage au sort. Et Dieu ne joue pas au dé ? Les dieux grecs jouent à plein de choses, en tout cas. Ils jouent à plein de choses. Donc ce thème de la censure cette année, et l'année prochaine sans doute une réflexion autour des rôles des personnages. Mais pour faire le lien avec les journées Guépin, moi j'étais absolument ravie que cette idée soit explorée maintenant à travers des champs d'études qui sont très très loin de ce sur quoi je travaille. Et je me réjouis à l'idée d'écouter tous ces divers intervenants. Donc voilà, on va peut-être terminer. Enfin bon, c'est pas qu'on est terminé, mais on va peut-être effectivement aborder donc dans la dernière partie de cette émission. Bon, on va plus rentrer dans l'organisation des journées et des thèmes qui sont abordés donc autour de. On va peut-être peu illustrer le fonctionnement de ces journées Guépin à travers donc justement le choix de ce mot, la contrainte, et donc voir un petit peu comment ont été organisées ces journées à partir donc du choix de ce mot. Alors je reviendrai juste Pascal, un petit peu sur la façon dont ce mot a été choisi. Donc en commission permanente, qui je rappelle rassemble l'ensemble des porteurs de projets de la maison, l'idée est venue assez rapidement à partir des travaux du LAMO, de dire c'est vrai que la contrainte c'est un mot qui se prête bien aux journées, à l'esprit des journées Guépin. Donc après, dans la mise en œuvre de ces journées, un petit comité se met en place avec l'équipe de la Maison des Sciences de l'Homme, et au niveau administratif, je voudrais absolument rendre hommage au travail que fait Annie Busson à l'heure actuelle sur l'organisation de ces journées. Annie qui nous écoute, j'imagine. En faisant son passage d'ailleurs. Et donc, avec également
le ou la responsable ici, la responsable du laboratoire LAMO, et également des doctorants, et aussi dans notre cas en plus une étudiante en master du LAMO. Ce petit comité a pour but déjà de rédiger l'appel à communication et de faire office de comité de sélection une fois les communications reçues, qui sont très très divers. Alors nous avons retenu cette année dans ce comité 16 communications sur ces 2 jours, organisées autour de 4 sessions. Parce qu'il faut bien quand même essayer de trouver un petit peu de cohérence dans l'ensemble de ces... ou donner une cohérence artificielle, souvent d'ailleurs, dans ces diverses communications. Et donc il y aura 4 sessions. Jeudi, le 22 mai, la session du matin traite du thème « Contraindre au nom du bien commun ». Et donc on a des communications aussi variées que celle de Gérald Houdeville, par exemple, qui est maître de conférence en sociologie, sur l'accompagnement des jeunes à l'emploi dans une structure particulière, l'EPID, qui est une structure attachée au ministère de la Défense. Donc contraindre pour libérer, c'est-à-dire permettre à ces jeunes décrocheurs de revenir vers l'emploi. Contrainte pour libérer. Voilà. Mais aussi la contrainte en matière vaccinale. Comment est-ce que dans une société, au nom de la santé publique, on peut contraindre des individus à, quel que soit leur choix, se faire vacciner contre une pathologie. Pour le bien-être commun. Voilà, donc vous avez deux communications en sociologie et 2 communications en droit dans cette session. La deuxième session portera sur le thème de la contrainte entre religion et doctrine politique. C'est une session dans laquelle on entendra des communications autour, par exemple, de l'idéologie de l'harmonie socialiste et la contrainte étatique en Chine actuelle, mais également la contrainte parentale à l'époque moderne, les vocations religieuses forcées dans la France du XVIIIe siècle. Comment, malgré le fait que, par exemple, dans ce dernier cas, la religion catholique à l'époque ait dit « nous ne voulons plus d'engagement forcé, donc les gens aillent volontairement vers l'engagement religieux », il n'en reste pas moins que des familles poussaient un certain nombre de leurs enfants à y aller malgré leur volonté. Il y aura aussi des communications dans ce cadre-là autour de la migration sous contrainte, sur l'expulsion des Juifs polonais, par exemple, après l'époque de mai 68 en Pologne. Le vendredi 23 mai, la session de la matinée porte sur le thème de faire avec la contrainte. Faire avec la contrainte, dans lequel donc intervient Lucie Thévenet dès le début de cette session. Sûr. Ça c'est sûr, il va falloir se lever. Il y aura aussi une intervention de Wilda Anderson. J'ai oublié tout à l'heure de signaler dans les origines diverses de nos intervenants. Nous aurons la chance d'avoir une communication de Wilda Anderson, qui est professeur de littérature française à Baltimore aux États-Unis, à Johns Hopkins University. Nous aurons également donc dans cette matinée une communication. Alors, Wilda Anderson, interviendra sur Newton alchimiste, la contrainte du privé, la contrainte du secret, c'est-à-dire comment un scientifique mais qui est féru d'alchimie pouvait arriver, dans le cadre contraint de l'exercice des sciences, à pouvoir aussi faire œuvre d'alchimie, qui était aussi une autre de ses activités. Nous avons également l'intervention de Loris Chavanette, docteur en histoire, sur le cas particulier de la contrainte d'une insurrection populaire pendant la Révolution française, qui voulait contraindre les législateurs à adopter une loi, mais sans pour autant que cette contrainte devienne illégale. Et je signalerai quand même qu'il s'agit d'un docteur qui vient d'être primé par le prix de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, sa communication devait être le jeudi et sera le vendredi. Pour ces raisons-là. Et Pascal Cassitano, que j'évoquais tout à l'heure, qui est donc chercheur aussi à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui viendra nous parler des contraintes de la main-d'œuvre sur les chantiers forestiers en Côte d'Ivoire à l'époque coloniale. La dernière demi-journée, vendredi après-midi, sera finalement une ouverture vers l'avenir, s'émanciper de la contrainte. S'émanciper de la contrainte, où là encore nous aurons des communications très variées, puisque nous aurons la chance d'entendre Stéphane Loret, qui est ingénieur d'études en humanité numérique à la Maison des sciences de l'Homme-Ange-Guépin, qui viendra nous parler de la contrainte au modèle, les arts de faire des informaticiens ordinaires dans l'émergence et le développement du mouvement open source, dont on parle beaucoup en ce moment, mouvement open source qui fait l'objet de beaucoup d'actualités. Mais également... Je signale juste que Stéphane Loret avait été invité par Françoise Rebellin lors de notre première journée sur la contrainte de l'utilisation des bases de données
baigné en littérature, et en particulier là, dans les cadres des registres de théâtre du 18e. C'était passionnant. Tout à fait. Oui, il est passionnant à écouter. Et qui sera suivi d'Arnaud Mège, qui nous fera aussi une conférence sur l'autocontrainte émancipatrice, un concept pour penser l'autonomie dans le cadre des militants de la décroissance. Donc, on part aussi sur des thématiques. Et enfin, deux autres communications. Une en histoire économique sur la contrainte monétaire durant la Révolution française, le cas des monnaies parallèles provinciales. Alors ça, c'est un thème que je ne connaissais pas du tout, donc je vais aller écouter des choses. C'est surtout que ça revient d'actualité, parce qu'avec les monnaies locales... Exactement, en plus. Donc finalement, l'histoire va nous éclairer sur l'histoire se l'avenir. répète. Et enfin, nous finirons sur Ulysse et Pénélope. Et bien voilà. N'est-ce pas ? Donc finir sur un thème de littérature, ou la contrainte de l'inventivité. Alors est-ce que je ne connais pas le contenu, est-ce que c'est l'inventivité d'Ulysse qui a trouvé des prétextes pour expliquer pourquoi il est rentré 10 ans après, ou l'inventivité de Pénélope pour écarter les prétendants? Ça, je pense plutôt à l'inventivité de Pénélope, Pénélope. Qui met un temps très long à reconnaître Ulysse, et qui l'a sans doute déjà reconnu depuis le début, mais qui lui impose un certain nombre d'épreuves avant de l'admettre dans leur livre. Vous avez des preuves? Je crois. Mais en même temps, il fallait bien qu'il justifie pourquoi pendant 10 ans il avait mis... C'est pour ça qu'elle ne l'accueille pas. Mais bon, il a dit à revenir de Turquie en Grèce, quand même. Oui, mais enfin, quand on le voit dans le détroit de Messine, il se met beaucoup de contraintes, puisqu'il s'attache au mât. Oui, voilà. Donc bon, mais en tout cas, en économie, c'est un sujet qui est souvent repris, le cas d'Ulysse. Oui, parce que c'est de l'autocontrôle, c'est-à-dire c'est le self-control. Comme il manque de self-control, c'est-à-dire qu'effectivement, pour ne pas succomber au chant des sirènes, il faut qu'il s'attache au mât, et qui effectivement ils mettent de la cire dans les oreilles des marins. Ce serait le chef d'entreprise s'attache au mât pendant que les salariés ont des... Oui, mais on pourra d'ailleurs revenir là-dessus. Bon, c'est un cas typique de ce qu'on appelle l'irrationalité. Et donc voilà, en tout cas c'est un programme très varié pendant ces 2 jours, comme vous pouvez le découvrir, puisque nous aurons quand même des disciplines assez vaste, qui a toujours été d'ailleurs une des particularités des journées Guépin. Là, j'ai pas recensé la répartition des disciplines, mais je vais prendre l'exemple de 2012 par exemple. Nous avions 2 juristes, 4 historiens, 2 sociologues et anthropologues, 2 historiens des sciences, 2 chercheurs en sciences politiques, un géographe et une communication en langue et culture étrangère. Bon, ben là ici la répartition se fait beaucoup aussi entre sociologie, histoire, littérature, droit, et économie. Donc vous voyez quand même c'est assez varié. À l'image des journées. La philosophie de la journée, c'est donc d'essayer de faire communiquer des gens qui viennent d'horizons différents, donc qui ont un effort aussi à faire pour essayer de communiquer leur savoir aux autres chercheurs des autres disciplines. Tout à fait, et je reviens sur un point que vous avez justement signalé, c'est que le format aussi des communications est court, afin de favoriser la discussion dans ces différentes sessions. L'année prochaine, je suis partisan d'adopter votre règle de tirage au sort, et d'avoir uniquement un droit à une feuille A4 pour... J'espère qu'on il y en a compris cette année, on n'a pas été très strict. Il y en a eu quelques-uns qui avaient plus. Moi-même, j'ai imprimé sur une feuille A4 2 pages en fait. Oui, il faut avoir une bonne vue après. Donc, puis on peut imprimer en Helvétique 4. Voilà. Je crois qu'on va arriver au terme de cette émission. Il nous reste encore un petit peu de temps, mais donc je vais donner la parole à notre second invité, donc Lucie Thévenet. Je ne sais pas est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce thème-là, donc peut-être nous dire 2 mots de ce dont vous allez parler. Donc, je vais en fait là aussi de manière très large reprendre cette manière de voir la tragédie comme un art sous contrainte, en développant les différentes étapes avant représentation, après et puis pendant la représentation qui pèse sur les auteurs. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Donc, je remercie Pascal Caillot, qui est venu en tant qu'ami aujourd'hui sa casquette de directeur adjoint de la MSH pour nous parler donc de l'organisation de ces journées Ange Guépin. Donc, sur la contrainte, je vous rappelle qu'auront lieu donc le 15, qui auront lieu jeudi et vendredi prochain, donc 22 et 23 mai. 22 et 23 mai. À la Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin, sur le site, les inscriptions sont toujours ouvertes sur le site de la Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin, qui est à côté de l'ancien stade historique Marcel Sopin, donc de Nantes. Je remercie aussi Lucie Thévenet. C'était très agréable de vous entendre parler de théâtre antique. On aurait pu aussi faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça aurait pas été la Grèce sous contrainte. La Grèce sous contrainte, voilà. Ouais. C'est pas une histoire de régime. Je vous remercie.
Donc on parlait aujourd'hui des journées Guépin, de la contrainte, du théâtre antique. J'ai l'habitude de finir sur une citation, donc je vais reprendre une citation donc, qui est liée au spectacle et aussi c'est parce que si Pascal est là, on partage donc une admiration pour Audiard hein, et qui parlait de contraintes physiques, lui, parce que dans 100 000 $ au soleil, Jean-Paul Belmondo disait « Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent ». Merci beaucoup.